lorsque l'Allemagne lance un paquebot transatlantique plus rapide et mieux aménagé que les nôtres, nous relevons ce défi. Il ne s'agit plus alors de savoir si l'entreprise paye. L'entreprise vit sur le budget, et le citoyen paie les impôts de gré ou de force. Cette concurrence entre nations est politique, non économique. Elle rend même impossible les entreprises de transport qui seraient économiquement viables. Certainement, un raisonnable constructeur, et préoccupé seulement de faire un bateau qui paye, utiliserait le vent et les courants. Il prendrait un long détour et tendrait d'immenses voiles. La cargaison humaine serait moins secouée. On ne compterait plus un voyage comme une maladie de quelques jours. Libre aux concurrents d'offrir la vitesse et le mal de mer au plus juste prix. Le voyageur choisirait. Bon. Mais si une nation ambitieuse fait des folies, faut-il la suivre? Ici, tout se mêle. Va-t-on suivre la pente de l'économie qui conseille de profiter de ce luxe sans le payer ce qu'il vaut? Par exemple, tous les transatlantiques seraient allemands. Impossible, dit-on. L'Allemagne se ferait donc une grande industrie et à nos frais? Allons-nous l'enrichir à nos dépens? Raisonnement creux. Nous savons bien que ces beaux paquebots travaillent à perte. Nous laissons les pertes à l'ambitieuse nation. Nous gagnons sur elle en achetant chez elle. Elle travaille pour nous. Mais ce raisonnement ne passe point. Notre argent va là-bas, au lieu de rester chez nous. Ils paient des salaires là-bas, au lieu d'en payer chez nous. Finalement, à eux les bonnes machines, les bons capitaines et la maîtrise de la mer. Cela décide tout. Pas une assemblée n'acceptera de telles conséquences. Donc, la subvention ira de soi chez nous comme là-bas. Je m'étonne qu'on s'étonne. Et l'étonnement n'ira pas loin. Dès que la guerre se montre à l'horizon des pensées, tout est ruine. Et qu'on ne dise pas que c'est l'économique qui est folle. La folie, ici, est toute politique. Il n'est pas plus absurde de se ruiner en paquebot de luxe que de se ruiner en armement. Mais nul armateur, laissé à lui-même, ne s'amusera à travailler en perdant. Ou, s'il le fait, car l'orgueil se glisse partout, il se ruinera. Ce sera bientôt réglé. On dit que la rusée économique mène par le nez la naïve politique. D'après le présent exemple, je dirais plutôt le contraire. Car, si l'économique suivait ici ses voies, nous n'irions pas fabriquer à grands frais ce que nous trouvons ailleurs à meilleur compte. Si un pays excellait dans la navigation, il serait l'universel transporteur. Si un autre produisait le blé à moindre frais, c'est lui qui serait le nourrisseur du monde, de même que l'Amérique nous envoie par milliers des machines agricoles. Et où est le mal si la terre est un vaste marché? C'est la politique qui pense à la défense et qui veut qu'un pays produise tout ce qui lui est nécessaire et se rende ainsi indépendant, quoi qu'il en puisse coûter. L'économique est pacifique. Forcer et prendre sont choses qui lui répugnent. Car imaginez un marché qui ne soit pas libre. Il n'y aura plus de marché. Les produits se cacheront. Les commerçants fermeront boutique. Le politique se garde de tels excès, car il mourrait de faim. Et toutefois, la politique ne cesse de corrompre l'économique, par des subventions, commandes, préférences, qui faussent les prix et enflent dangereusement certaines industries. Ce genre de folie n'est point la cause des guerres. Il est plutôt l'effet d'un état de guerre permanent. On peut parier que si la concurrence économique était la seule guerre au monde, les paquebots, les chemins de fer, et même les tramways seraient bien différents de ce qu'ils sont. Sans les budgets de guerre, y aurait-il un seul avion en l'air?